Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Écoute, Luc, au moment où on se parle, je sais pas si c'est en direct, mais en tout cas, si c'est pas en direct, c'était il y a quelques minutes. Donald Trump dit les athlètes trans, ceux qui sont nés hommes biologiquement, puis qui ont été, après ça, qui ont eu une transition pour devenir femmes, ne pourront plus compétitionner dans des compétitions sportives pour femmes seulement. Donc, il dit c'est terminé. Voilà. Ça. Voilà, donc écoute, c'est exactement ce que j'ai à côté de moi dans le bureau. Donc, c'est une déclaration qu'il effectue en direct. J'ai pas eu le temps de l'écouter au complet, mais il va de l'avant. Faudra voir encore là ce que fait Donald Trump. Ça, c'est très clair. Il avait fait cette campagne en disant tout ce qui est mesures, égalité, équité, diversité. On est en train de purger d'ailleurs les services gouvernementaux de ces aspects-là, de ce qui encourageait donc les différentes mesures en ce sens-là. Là, maintenant, il va falloir voir avec les sports, bien sûr, à qui ça s'applique, on le sait, mais à qui comme institution, comme organisation, jusqu'où va le pouvoir du président. Il y a encore là un geste qui est très symbolique, un geste qui est assez spectaculaire. Là, on le voit à l'écran, puis il est devant une foule qui s'attend à ça, là, qui souhaitait cette mesure-là. Il restera à voir maintenant, encore une fois, au plan légal, jusqu'où peut aller le président dans ça. Écoute, Caitlyn Jenner, qui était avant Bruce Jenner, qui était le grand athlète avec Nadia Comaneci des Jeux de Montréal de 76, Bruce Jenner qui est rendu une femme, Caitlyn Jenner, et lui dit les femmes trans n'ont pas d'affaires à compétitionner avec des vraies femmes. Puis il est trans lui-même. Donc, c'est pas seulement des gens de droite et des conservateurs puis des puritains qui sont contre ça. Il y a plein d'athlètes femmes là, qui disent, écoutez, là, c'est écoute, il y a... J'ai le nom du nageuse maintenant m'échappe, mais on a tous vu ce cas dans les universités américaines, dans la NCAA en natation, ou un nageur qui était tout à fait moyen, voire en queue de peloton, qui maintenant gagne qui fracasse des records, et on a très bien senti que ça froissait les femmes. Dans son cas, tu vois, moi, ça me fascine ce dossier-là au plan scientifique. C'est-à-dire que son cas à lui me semble assez flagrant, c'est-à-dire qu'il a, jusqu'à la puberté, donc eu les acquis en termes de force musculaire, de capacité d'entraînement. Il a eu tout ce qui fait qu'un homme, en général, en moyenne, est plus fort qu'une femme, là, physiquement. Il a bénéficié de ça, puis ensuite, il fait sa transition. Et je pense que là, ça pose problème. Ce que j'ai très hâte de voir, c'est qu'il y a des cas, puis c'est dans la nature, c'est en pourcentage. Ce sont des phénomènes normaux. Souvent, on présente ça comme marginal, mais il y a un certain nombre d'individus qui, je sais pas si les gens ou nos auditeurs vont se rappeler de Casper Semenya, qui compétitionnait comme une femme, mais sur lesquels, écoute, de compétition en compétition, de jeux olympiques en jeux olympiques, on se demandait c'était un homme ou une femme. Et biologiquement, scientifiquement, on n'arrivait pas à trancher. On a fini par l'exclure. Mais cette femme-là elle a toujours dit, je suis née femme, je suis une femme, mais elle est, appelons ça comme ça, à défaut d'une meilleure expression, elle est un phénomène de la nature. Ben c'est donc, ça, la même chose avec la boxeuse algérienne qui était pas... voilà, ça c'est l'individu dont tu parlais, la femme dont tu parlais. Même chose avec la boxeuse algérienne aussi, qui n'était pas une trans, qui était bon. Mais en même temps, tu sais, c'est une petite minorité. Là, et là où j'allais, c'est que pour les trans, on verra éventuellement, mais il y a un certain nombre d'études scientifiques qui disent si cette transition s'effectue avant la puberté, statistiquement, au plan scientifique, il n'y a pas de différence. Est-ce qu'on va s'embarrasser des nuances? Jusqu'où va-t-on aller? Mais je suis très à l'aise quand vient le temps de dire, comme dans le cas de ce nageur, ou comme, c'est probablement à ça que réfère d'ailleurs Caitlyn Jenner, c'est à un moment donné, il y a un avantage qui est naturel, qui est biologique, et on peut pas demander à des femmes de compétitionner, des femmes qui sont nées femmes et qui ont évolué comme femmes, de terminer systématiquement deuxième. Là, ça me paraît être déloyal, ça me paraît être antisportif. Et c'est là où est-ce qu'on va devoir créer une catégorie où est-ce encore systématiquement écarter ces gens-là? Là, il y a d'autres questions en jeu aussi au plan social. Mais je pense qu'il faut préserver
quand on parle d'égalité des chances, là, la nature nous dote tous différemment hein, de talent ou de capacité. Mais si on ajoute quelque chose qui est pas naturel au travers, ben là, on vient fausser le jeu et la compétition complètement. Tout à fait. Luc, on n'a jamais cassé la croûte ensemble ou partagé une bonne bouteille de vin, mais il me semble qu'on s'entend bien. Ça ne te tente pas d'acheter un condo à Gaza avec moi, là? Moi, je voulais t'en parler, puis je me suis dit, écoute, ça me prend quelqu'un qui a des reins solides. Pourquoi pas proposer un investissement à Richard Martineau? Donc, on amorce, on introduit à la blague un sujet qui est très, très, très sérieux, bien sûr, mais ça fait jaser un peu partout aujourd'hui la déclaration du président Trump. Et moi, je me suis moins intéressé finalement à la déclaration elle-même, qui est à proprement parler scandaleuse, choquante, inhumaine, que de regarder pourquoi le président fait ça. Mais donc, juste pour remettre la table ou le contexte, M. Trump qui dit la bande de Gaza, c'est un peu moche, hein, ça a été détruit. Ce qu'on va faire, on va sortir les Palestiniens de là. 1,5 million de personnes, pas de problème à le relocaliser ça. On va demander à nos amis de la Jordanie, puis on va demander aux Égyptiens de les accueillir. Ces gens-là vont être mieux, puis on va en prendre soin. Puis nous, on va récupérer la bande de Gaza, puis on va développer ça, on va en faire la nouvelle Riviera. Donc, il y a peut-être des gens qui disent ben, c'est séduisant au départ. Si on regarde tout ce qui est droit international, droit humain, depuis hier circule une expression que j'avais en tête depuis un moment, mais carrément, on a dit c'est une autre façon de faire du nettoyage ethnique. On n'a pas le droit de faire ça. Ça va à l'encontre de tout ce qui est le droit international et le respect des droits humains. C'est quelque chose qui, dans la pratique, en plus, ne peut pas se faire. Donc, en tout cas, parlons court et moyen terme. Le monde évolue parfois, puis on était... Oui, vas-y. Luc, c'est que, mettons, s'il avait dit, on va les déplacer de façon temporaire, le temps de reconstruire cette région-là, ils vont revenir. Mais là, il a dit, on va les déplacer de façon permanente. C'est ça qu'il a dit, là. Oui, mais l'autre chose, même à la base, et t'introduis une nuance qui est déjà significative, c'est est-ce qu'on peut faire ça sans leur demander leur avis et sans leur accord? C'était pas une proposition hier, là, c'est voici ce qu'on va faire. Puis on devine qu'à côté, M. Netanyahou avait de la difficulté à réprimer un plus grand sourire que celui qu'il avait quand il a dit « Ah, c'est une avenue à étudier ». Et c'est là où j'en viens à quelles seraient les motivations de Trump derrière une déclaration aussi fantasque et aussi grossière. On peut penser que M. Trump fait ça pour permettre, entre autres, à Netanyahou d'acheter du temps et probablement de calmer le jeu auprès des éléments les plus radicaux de son propre gouvernement ou encore du Parlement. Cette idée-là, là, l'extrême droite en Israël l'avait déjà. Donc, M. Trump n'a pas sorti un lapin de son chapeau hier, là, quelque chose, c'est une impulsion, il n'avait jamais entendu parler de ça. Ce projet-là, il circulait déjà avant. Donc, on peut y voir un geste stratégique en disant je vais amadouer ou calmer le jeu de Netanyahou de son côté, on va aller chercher les éléments les plus extrêmes. On peut penser aussi que, et ça, M. Trump le fait, là, puis on est nous-mêmes aux prises avec ce genre de jeu-là, c'est que M. Trump intervient avec une déclaration très spectaculaire, extrême, pour passer un message au Hamas. Oui. On a ce fameux cessez-le-feu. Que va-t-il advenir à la fin du cessez-le-feu? Donc, c'est pas impossible que le message soit clairement aussi dirigé au Hamas en disant « Je suis prêt à aller jusque-là. Maintenant, asseyez-vous autour de la table. » Mais disons que ça peut ébranler les convictions assez sérieusement. De l'autre aussi, M. Trump aimerait bien, c'est quelque chose avec lequel on souhaitait aller de l'avant, qu'on normalise les relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Et on oublie que ça, là, c'était presque réalisé avant l'attaque terroriste du Hamas. On allait normaliser ces relations-là. Et là, l'Arabie saoudite se faisait tirer l'oreille aussi en raison du sort réservé aux Palestiniens, dans une moindre mesure au Hamas. Est-ce que c'est une façon pour Donald Trump d'exercer des pressions sur l'Arabie saoudite en disant « faut que ça se fasse ». On va de l'avant. Le projet était sur la table. Maintenant, on attache les ficelles. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Est-ce que cette déclaration-là, grossière et choquante, est réalisable? Déjà, écoute, je pense qu'on a déjà accordé trop de temps à ça si on ne parle que du côté pragmatique. Je pense qu'il y avait d'autres cibles hier, qu'il y avait d'autres intérêts auxquels M. Trump pensait quand il a fait ça. Cela dit, en même temps, regarde, un territoire de 365 kilomètres carrés avec 2 millions d'habitants, des frontières qui sont closes avec la Jordanie puis l'Égypte, tout est détruit ou presque, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures. Il doit y avoir des dizaines de milliers de morts sous les décombres en décomposition. Y a-t-il
une meilleure offre à faire, une meilleure proposition? Je sais pas, on fait quoi avec ces Ben, gens-là? si on parle de meilleure offre ou de comment peut-on faire, la première chose, c'est de s'adresser aux Palestiniens eux-mêmes. Le Hamas, d'ailleurs, là, marche sur des œufs ces jours-ci. Là, on sait très, très bien ce qu'on a provoqué aussi comme onde de choc, non seulement ailleurs dans le monde, pas en Israël, mais au sein de notre propre population. Mais c'est certain que ça commence par eux. On pourrait faire des comparatifs boiteux dans le temps, mais si on avait donné la chance aux Acadiens d'être consultés quand on a procédé à une relocalisation forcée qui a été dramatique, les Canadiens français et les Québécois sont assez bien placés pour savoir aussi qu'on tient à notre territoire. Hein? C'est plus vaste. On a beaucoup de ressources. On ne parle pas de la bande de Gaza historiquement non plus, mais on s'attend normalement à ce que les Palestiniens soient consultés et autour de la table. Quand arrivera ce qu'on qualifiait de meilleure offre éventuellement, ça passe par les Palestiniens aussi. En même temps, il dit, ouais, ils vont aller en Jordanie et en Égypte. La Jordanie et l'Égypte, ils l'ont dit, ils veulent rien savoir d'eux autres. Je veux dire, ils auraient pu le demander à la Jordanie et à l'Égypte aussi. Là, voilà. Est-ce que tu veux, c'est ça que je dis, c'est qu'au plan du droit international, c'est non seulement pas pragmatique, ça défie, ça bafoue toutes les lois. Mais est-ce que tu veux accueillir plus, parce qu'on en a déjà reçu, est-ce que tu veux accueillir plus de réfugiés palestiniens et laisser entrer le Hamas chez vous? Écoute, la réponse me semble assez facile à fournir, même si on n'est ni toi ni moi jordanien ou égyptien. Merci beaucoup, Luc. On va se reparler demain. Bonne soirée. Salut. Salut, bonne soirée.